Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous abordons le chapitre normalisation d'une relation, module base de données, deuxième année licence informatique. J'ai choisi de présenter ce chapitre en deux parties. La première partie, c'est, je vais donner quelques définitions. On va présenter ce que c'est que les redondances et les problèmes des anomalies, les dépendances fonctionnelles et les propriétés des dépendances fonctionnelles à travers les actions Armstrong, les dépendances fonctionnelles élémentaires et les dépendances fonctionnelles augmentées, la réécriture des EDF, la fermeture transitive, la couverture minimale et la construction du graphe minimum, à partir duquel nous verrons comment déterminer la clé d'une relation. C'est quoi la théorie de la normalisation? C'est une théorie destinée à concevoir un bon schéma d'une base de données sans redondance d'informations et sans risque d'anomalie de mise à jour. C'est quoi les redondances d'informations? Ce sont des informations qui sont répétées à plusieurs endroits de la base de données. Ces redondances constituent des sources de problèmes, puisqu'elles sont l'une des causes d'incohérence dans la base de données. Pour comprendre ce que c'est que les redondances, je vais prendre un exemple, soit la relation universelle livraison, qui à travers les attributs, numéro d'attributs, numéro de fournisseur, l'adresse du fournisseur, le numéro du produit livré, la couleur du produit, le prix du produit, la date de livraison et la quantité livrée. Soit un exemple d'extension de cette relation universelle. On remarque ici qu'il y a des redondances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro de fournisseur est toujours accompagné de son adresse. Donc, si j'ai un fournisseur qui a fait plusieurs livraisons, son adresse sera répétée plusieurs fois. On voit ici, pour le fournisseur 1233, son adresse est répétée autant de fois qu'il y a de livraisons par ce fournisseur. Même chose pour le fournisseur 1582. Ça, c'est du côté adresse du fournisseur. Il y a aussi une autre redondance à ce niveau. Si on suppose que la couleur du produit est toujours la même pour un produit donné, donc on remarque qu'il y a aussi une redondance, puisqu'ici, le numéro de produit P56 est toujours rouge. Donc, il y a une redondance. Autant de fois que ce produit est livré, sa couleur est aussi répétée. Ces redondances, je l'ai dit, posent problème parce qu'ils présentent, ils vont conduire à des anomalies lors des mises à jour. On remarque, je reprends ici l'exemple. Nous avons donc au niveau de la redondance, au niveau de l'adresse du fournisseur. Donc nous avons le fournisseur 1233 dont l'adresse est répétée plusieurs fois. Même chose pour le fournisseur 1582. Donc, je dois faire une mise à jour. Pourquoi? Parce que, par exemple, le fournisseur 1233 n'est plus à Napa, mais il est à Sétif. Si je le fais pour un seul tuple, je crée pour seulement cette ligne. Le tuple, ça veut dire cette ligne. Je crée ce que j'appelle une incohérence. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que si je le fais une seule fois, j'ai 1233, le fournisseur 1233, il est à Sétif, et dans les autres tuples, il est à Nèvres. Ça s'appelle une incohérence. Ainsi, si j'ai des redondances et que je fais seulement une mise à jour simple, je tombe dans le problème de l'incohérence, c'est-à-dire du problème où il y a des contradictions dans les informations. Parce que le numéro de fournisseur, parce que le fournisseur numéro 1233 ne peut pas être en même temps à Sétif et à Nèvres. Donc, je dois opter pour une mise à jour complexe. Ça revient à dire quoi? Ça veut dire que je vais aller balayer toute la table de livraison où je trouve 1233 fournisseurs. Je dois le changer son adresse à Sétif. Ici, c'est un simple exemple, mais je peux avoir des
dizaines, voire des centaines de livraisons par le fournisseur 1233. Et à ce moment-là, tous les tuples doivent être mis à jour. Ça s'appelle des mises à jour complexes, qui sont totalement indésirables, voire incorrectes de les faire parce que ça conduit à des incohérences. Si j'oublie un fournisseur, je veux dire, si j'oublie un tuple, je vais me retrouver avec des incohérences. Ça, concernant les anomalies de mise à jour. J'ai aussi des anomalies d'insertion. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle livraison, je dois insérer en plus du numéro de fournisseur son adresse. Et ça conduit à des erreurs. Si je me trompe dans l'adresse, je vais créer l'incohérence. Exemple ici, si j'ai changé l'adresse du fournisseur 1233 à cet type et que lors de l'insertion, je mets un neb, je crée une incohérence puisqu'il y a une contradiction. Donc, une relation qui présente des redondances est une relation incorrecte. Une relation qui présente des redondances est une relation incorrecte. Il faut la décomposer. On parle de normalisation. La normalisation d'une relation est un processus de décomposition d'une relation qui présente des redondances et qui présente aussi donc des mises à jour complexes en plus de relations avec des mises à jour simples, donc sans redondance. Si je reprends l'exemple de la table livraison, je vais commencer à la décomposer. Je vais d'abord décomposer en une nouvelle relation à mise à jour simple dans laquelle je mettrai seulement le numéro de fournisseur et l'adresse du fournisseur. On va voir l'extension ici quand je fais la décomposition. Il n'y a plus de redondance. J'ai éliminé le fait que je reporte à chaque fois l'adresse du fournisseur. Donc ici, il n'y a aucune redondance, donc les mises à jour vont être simples. Si un fournisseur change d'adresse, je le fais une seule fois dans la table fournisseur. Je prends aussi le numéro de produit et sa couleur et je crée une relation dans laquelle je mettrai une et une seule fois le numéro de produit et sa couleur. Donc, je n'aurai plus de redondance quand on le voit ici. Et si jamais le produit change de couleur, d'accord, je le fais par une mise à jour simple, une seule fois. Il reste donc la table livraison dans laquelle je vais mettre le numéro de fournisseur sans son adresse. Je ne mettrai pas l'adresse puisque l'adresse est ici. Le numéro de produit sans la couleur puisque la couleur est dans une autre table, son prix, sa date, la date de livraison et la quantité. Et je vais avoir cette extension de la table livraison que j'avais auparavant sans aucune redondance et donc correcte. On passe maintenant à la notion de dépendance fonctionnelle. Les dépendances fonctionnelles permettent d'établir des liens sémantiques entre attributs ou groupes d'attributs. Soit une relation R d'attributs X, Y, Z. Il existe une dépendance fonctionnelle de Y vers Z, que je note Y flèche Z, si, étant donné deux tuples quelconques de R, s'ils ont la même valeur pour Y, alors ils ont nécessairement la même valeur pour Z. Pour visualiser ça, si je prends donc l'attribut Y et l'attribut Z, et voilà les valeurs possibles des attributs Y et de l'attribut Z. Si j'ai un tuple A1, Z6, A1, Z6 ici, B1, C3 et B1, C3. Ici, pour les mêmes valeurs de Y, ici A1, j'ai les mêmes valeurs de Z. Et pour les mêmes valeurs aussi ici, de Y et B1, j'ai les mêmes valeurs de Z. C'est pour ça que j'ai une dépendance fonctionnelle de Y vers Z. Donc on appelle Y la source de l'ADF et Z la cible de l'ADF. Exemple, on a une extension d'une table et je vais étudier
quelques dépendances fonctionnelles, si elles existent ou elles n'existent pas. Je prends la dépendance fonctionnelle A vers B. Est-ce qu'il y a une dépendance A vers B? Pour ça, je dois vérifier si pour chaque valeur de A, pour les mêmes valeurs de A, j'ai les mêmes valeurs de B. Et si j'ai les mêmes valeurs de A, A1, A1, est-ce que j'ai la même valeur de B? Oui. Donc, mais je ne peux pas décider jusqu'à ce que je termine toute la table. Et ici, j'ai les mêmes valeurs de A. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs de B? Non. Donc, la dépendance A vers B n'est pas une dépendance fonctionnelle. Je reprends donc une autre dépendance fonctionnelle, mais cette fois-ci dans l'autre sens, de B vers A. Est-ce que j'ai pour les mêmes valeurs de B, les mêmes valeurs de A? Les seuls tuples concernés par ça, donc j'ai la même valeur de B ici, deux tuples qui ont la même valeur de B. Est-ce qu'ils ont la même valeur de A? Oui. Ici, j'ai des valeurs différentes de B, donc on n'est pas concerné par, j'ai pour B3 A2 et pour B4 A2. Donc, j'ai une dépendance fonctionnelle de B vers A. Donc, je ne vérifie que s'il y a les mêmes valeurs pour la source. Est-ce que j'ai la même valeur pour la cible? Je reprends notre vérification. Est-ce que j'ai une dépendance fonctionnelle de D vers E? Je dois vérifier pour les valeurs de D qui sont les mêmes. Ici, j'ai trois valeurs de D qui sont les mêmes. D1, D1, D1. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs pour E? J'ai un problème ici. Donc, j'ai pour D1, D1 ici, j'ai E5, E4 et E5. Ça veut dire que je n'ai pas les mêmes valeurs pour E. Donc, pas de dépendance fonctionnelle de D vers E. Je vais l'examiner dans l'autre sens, ADF, de E vers D. Est-ce que pour les mêmes valeurs de E, j'ai les mêmes valeurs de D? Ici, je n'ai pas les mêmes valeurs de E, donc il n'y a rien à vérifier. Mais ici, j'ai les mêmes valeurs de E. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs de D? Oui. Pour les mêmes valeurs de E, qui sont E5, ici, j'ai la même valeur de D qui est D1. Donc, il y a une dépendance fonctionnelle de E vers D. Propriété des dépendances fonctionnelles, les axiomes d'Armstrong. Premier axiome, c'est la réflexivité. Soit deux attributs x, y. On parle de réflexivité parce que x me donne x, y me donne y. Les dépendances fonctionnelles sont réflexives. Ici. Et je peux aussi ajouter du côté source, j'ai x me donne x, j'ajoute n'importe quel attribut y. Donc ici aussi, ce sont des df réflexives qu'on appelle aussi triviales. Même chose pour y, je peux ajouter un x. Donc yx me donne y. Ce sont des propriétés de réflexivité. Et bien sûr, j'ai yx me donne yx, xy me donne xy. Ce sont des df qui sont triviales. Pourquoi? Parce que la cible, elle est inclue dans la source. D'accord? Ou elle est égale. La cible est inclue dans la source ou elle est égale. Elle est complètement identique. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est la propriété d'augmentation. J'ai trois attributs x, y, z. J'ai la dépendance fonctionnelle de x vers y. Alors, je peux ajouter n'importe quel attribut des deux côtés. Donc, z par là, z par là. Parce que je suis dans l'augmentation et je suis en même temps dans la réflexivité. Parce que z ici, c'est le même. Et je peux ajouter seulement du côté source. Donc, ces deux df sont des df qui sont augmentées. C'est-à-dire qu'elles ont la propriété d'augmentation. Si j'ai x, la dépendance x vers y, je peux écrire ça et ça s'appellera donc une dépendance augmentée. Transitivité, la transitivité étant donné trois attributs x, y, z, si j'ai x me donne y et y me donne z, alors j'ai x me donne z. C'est la transitivité de dépendance fonctionnelle. Donc ça, ce sont les axiomes d'Armstrong de base.
Mais il y a deux autres actions qui sont déduites de ces trois actions de base, qui sont la pseudo-transitivité. La pseudo-transitivité, étant donné 4 attributs, W, X, Y, Z, qu'est-ce qu'elle dit la transitivité? Elle dit si X me donne Y, si j'ai une dépendance de X et Y, et de WY vers Z, alors j'ai de WX vers Z. Comment démontrer ça? Je vais prendre la dépendance X vers Y. Si j'ai X vers Y, je fais une réflexivité. J'ajoute W des deux côtés et j'obtiens donc cette dépendance. Ensuite, je prends cette dépendance, WX me donne WY, et je prends la deuxième dépendance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai WX me donne WY et WY me donne Z, alors WX me donne Z et en appliquant la transitivité. Donc, j'ai démontré ici la pseudo-transitivité. L'union, j'ai 3 attributs X, Y, Z. Que dit l'union? Si on a X vers Y et X vers Z, alors j'ai X vers Y, Z. La démonstration, je prends X vers Y et X vers Z, alors je sais que j'ai X me donne XX. Ça, c'est la réflexivité, c'est une des F triviales. On peut toujours l'écrire. X me donne X, X me donne XX, c'est la même chose. Et je sais que XX me donne XY. J'ai appliqué sur la DF, cette DF, l'augmentation. En ajoutant quoi? En ajoutant X des deux côtés. Donc, j'ai X me donne XX et XX me donne XY. J'applique donc la transitivité et j'obtiens X me donne YX. On le voit ici. Donc, c'est X me donne YX. Pardon, me donne XY. C'est la même chose. Ça, c'est la première partie de la démonstration. La deuxième partie. Donc, je reprends donc ce que j'ai fait, ce que j'ai déduit ici par transitivité. Donc, j'ai fait une réflexivité, une augmentation, une transitivité, et j'obtiens donc X me donne XY. Et je prends YX me donne YZ, que je prends, comment j'ai obtenu ça? J'ai fait une augmentation de la deuxième DF. J'ai fait une augmentation, c'est-à-dire j'ajoute Y des deux côtés. Ça me donne quoi? Ça me donne, par application de la transitivité, X me donne YZ. C'est-à-dire j'ai X, YZ que j'ai obtenu ici. YX me donne YZ que j'ai obtenu par augmentation de la deuxième DF. J'obtiens X me donne YZ. X me donne YZ et j'ai démontré donc mon union. On va passer donc à une définition de ce que c'est que la DF élémentaire. Une DF de X vers B est élémentaire si B est un attribut unique, un seul attribut, et X est un ensemble d'attributs minimum ou un attribut unique. Par exemple, ici, nous avons la dépendance numéro de fournisseur, numéro de produit, date, me donne quantité. Déjà, B est un attribut unique, simple. Le côté source, j'ai 3 attributs. Est-ce que ces 3 attributs, c'est un minimum d'attributs? C'est un ensemble minimum d'attributs où je peux me passer de quelque chose? Est-ce que je peux enlever la date et je vais avoir la quantité? Non. Parce que le numéro de fournisseur, un fournisseur peut fournir un produit, le même produit plusieurs fois à des dates différentes. Donc, il me faut la date pour avoir la quantité. Donc cette DF, elle est élémentaire. Donc, s'il y a une DF élémentaire, il y a aussi ce qu'on appelle des DF qui ne sont pas élémentaires. Il y a 2 cas principaux. Elles ne sont pas élémentaires côté source ou côté cycle. Côté source, il y a 2 cas. Si j'ai A, la dépendance fonctionnelle A vers B, AX vers B est non élémentaire. Pourquoi? Parce que le A ici
Le AX n'est pas un minimum, un ensemble minimum d'attributs puisque A me donne B. Donc X, il est de trop ici. On peut s'en passer. Donc elle n'est pas élémentaire parce qu'il faut que la source soit un ensemble minimum. Mais comme A me donne B, je n'ai pas besoin de X. Donc X, il est de trop et ça conclut que ce n'est pas élémentaire. C'est une DF non élémentaire. Deuxième cas de DF non élémentaire côté source, c'est quand on a des DF triviales. C'est-à-dire si j'ai A me donne, AB me donne A, c'est une DF triviale qui n'est pas élémentaire. Pourquoi? Parce que j'ai la cible qui est inclue dans la source. A est inclus dans AB. Côté cible, la cible est un groupe d'attributs. C'est-à-dire, j'ai par exemple AB me donne C et B. Donc C et B, ce sont deux attributs, ce n'est pas des attributs simples, uniques. Donc celle-là aussi, elle n'est pas élémentaire côté cible. DF augmentée. Une dépendance fonctionnelle non élémentaire est dite augmentée si Gx me donne Y, chez la DF X vers Y, et quel que soit A, AX me donne Y, est une DF augmentée. Pourquoi? Parce que le A ici, il n'est pas obligatoire, parce que X me donne Y, le A est de trop. Je viens de le dire dans le diapo précédent. Donc, par exemple, si j'ai numéro de fournisseur, me donne l'adresse du fournisseur qui est élémentaire. Si j'ajoute n'importe quel attribut du côté source à cette DF, j'obtiens une DF augmentée. Réécriture des DF. On peut toujours réécrire un ensemble de DF en un ensemble de DF élémentaires. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être triviales, elles ne doivent pas être augmentées, et elles doivent avoir du côté cible, elles doivent avoir des attributs simples. D'accord? Donc, en supprimant les DF triviales, je viens de le dire, donc en supprimant les DF triviales obtenues par réflexivité, en décomposant les DF de la partie droite non atomique en plusieurs DFE, et bien sûr, en supprimant les DF augmentés. Donc, par exemple, nous avons AB me donne A. Ça, c'est une DF qui est triviale puisque la cible est inclue dans la source. Donc, A ici et A là, donc, celle-là aussi, elle doit être donc éliminée. Elle est triviale. Deuxième cas, si Gx me donne Y, alors AX me donne Y. Ça aussi, elle est augmentée, donc je dois la supprimer. Troisième cas, si GA me donne BC, c'est le cas où la cible, elle contient plusieurs attributs. Donc, si GA me donne BC, je dois la réécrire en A me donne B, A me donne B, 2, et A me donne C. Donc, je dois éclater la DF pour la rendre en 2 DF élémentaires. Parce que comme ça, elle n'est pas élémentaire, puisque ici, j'ai 2 attributs. Et je prends, par exemple, ici, j'ai AB me donne CB. Donc, AB me donne CB, ça veut dire me donne 2 attributs. Je la décompose comment? En AB me donne C et AB me donne B. Donc, c'est 2 attributs. Or, est-ce que AB me donne C, elle n'a pas de problème de réflexivité ou d'augmentation? Non. Donc, je la garde. Mais celle-là, elle est comment? Celle-là, elle est triviale. Parce que j'ai B inclus dans AB. Comme elle est triviale, je dois l'éliminer. Fermeture transitive. On appelle fermeture transitive qu'on note F+, d'un ensemble de F de dépendance fonctionnelle élémentaire, l'ensemble de toutes les DF élémentaires qui peuvent être composées par transitivité à partir des DF élémentaires de F. Exemple, vous avez donc F égale un ensemble de dépendances fonctionnelles A vers B, B vers C, B vers D et A vers E.
la fermeture transitive de F et F+. Donc, j'ai réécrit tout ça. Donc, A me donne B, B me donne C, B vers D et A vers E. Et je vais essayer de voir si je peux pas déduire d'autres, appliquer la transitivité et déduire d'autres DF. Je vois que A me donne B et B me donne C. C'est une transitivité, c'est-à-dire je peux déduire A me donne C. J'ai l'écrit ici. J'ai aussi A me donne B et B me donne D. Ça me donne A me donne D. Et je l'écris ici. À ce moment-là, est-ce que je peux appliquer d'autres transitivités? Non. Et je me retrouve avec une fermeture transitive qui contient en plus de F les DF déduites par transitivité. La fermeture transitive permet de retrouver toutes les DF élémentaires. Couverture minimale des DF élémentaires. Définition. On appelle couverture minimale d'un ensemble de DF élémentaires qu'on note DFE étoile, étoile pour dire optimal, parce que c'est minimal, est un sous-ensemble minimum des DF élémentaires permettant de générer toutes les autres DF élémentaires. D'accord? Donc, c'est la couverture minimale. Tout ensemble de DF élémentaires admet au moins une couverture minimale. En d'autres termes, un ensemble de DF élémentaires peuvent avoir plusieurs couvertures minimales. Exemple, soit F, l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Cet ensemble contient deux couvertures minimales. La première couverture minimale, ici dans la couverture minimale, je dois enlever les DF qui sont déduites en réalité. D'accord? Je remarque ici que j'ai A me donne B et B me donne C. A me donne B et B me donne C, me donne quoi? Me donne A me donne C en appliquant la transitivité. Donc A me donne C, je dois l'éliminer de l'ensemble F. Et à ce moment-là, la couverture minimale des DF élémentaires sera, on élimine A me donne C. Je reprends ici, donc elle sera donc A vers B, B vers C et C vers D. Donc j'ai éliminé une DF déduite. L'autre couverture minimale, je peux l'obtenir si je prends A me donne C et C me donne B. Par transitivité, ça va me donner A me donne B. A me donne B étant une DF déduite, donc elle ne doit pas apparaître dans la couverture minimale. À ce moment-là, ma couverture minimale, donc ce sera F que ce F, mais j'enlève A me donne B. Là, j'obtiens donc deux couvertures minimales pour cet exemple. Graphe minimum des dépendances fonctionnelles. On appelle graphe minimum des dépendances fonctionnelles de la relation tout ensemble de dépendances de DF élémentaires non déduites. Elles doivent être élémentaires, ça veut dire qu'elles ne doivent pas être triviales, qu'elles ne doivent pas être augmentées et qu'elles ne doivent pas être déduites pour non déduites. Donc, DF élémentaires, pas de DF augmenté et pas de DF trivial. Et DF non déduites, par transitivité, on doit les éliminer, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a fait la couverture minimale. Les DF augmentées et déduites doivent être supprimées du graphe de DF pour obtenir un graphe minimum de DF. Donc, moi, je vais construire un graphe de DF. Après, je vais enlever les DF augmentées et les DF déduits pour pouvoir obtenir un graphe minimum de DF. Le graphe minimum de DF sert essentiellement à définir une relation normalisée. C'est-à-dire que si je veux maintenant faire après la normalisation, on verra dans la partie 2, je travaillerai sur le graphe minimum. Donc il est important de l'obtenir en éliminant toutes les DF déduites et toutes les DF augmentées. Comment trouver une DF déduite? Augmentée, on a vu comment. C'est-à-dire que si j'ai X vers B, par exemple,
j'ai une dépendance fonctionnelle x vers b, je ne peux plus avoir ax vers b. Le ax vers b n'a pas de sens, d'accord, puisqu'il est augmenté. Comment trouver les df déduites? Une méthode pour savoir si une df x vers y est déduite des autres df est la suivante. J'établis mon graphe normal de df, qui n'est pas forcément minimum, et pour chaque, je prends chaque df, je prends la df x vers y et je la supprime du graphe. Et j'essaie d'aller de x vers y, par un autre chemin. Donc, parcourir tous les chemins possibles partant de x et suivant les df. Si je trouve qu'il y a un autre chemin de x vers y, autre que le direct, ça veut dire que cette df, elle est déduite. Par exemple, ici, nous avons un graphe qui n'est pas minimum forcément. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir si j'ai la df e vers b. Je la supprime et je vais aller de e vers d par un autre chemin. Je trouve que je peux aller de e vers d en passant par la df e vers c et c vers d. Donc, e vers d est une df déduite qu'on doit supprimer du graphe minimum, du graphe pour obtenir le graphe minimum. Tiens, donc, ça, ce n'est pas un graphe minimum puisqu'il y a une df déduite. J'ai détecté qu'il y a une df déduite parce que je peux aller de E vers D à travers C. Donc, je l'enlève et à partir de là, j'ai mon graphe minimum sans df déduite. Exemple, soit la relation R contenant les attributs A, B, C, D, E, F et G, et soit l'ensemble des df suivants. J'ai F me donne A, F vers B, G vers E, FG, les deux, FG me donne C, et C me donne D. Je construis mon graphe, F me donne A et F me donne D, ça me donne ça. G me donne E, ça me donne ça. F et G me donnent C, ça me donne ça. F et G me donnent C, et C me donne D. Donc ça, j'ai mon graphe que j'ai construit à partir des df. Je peux aussi écrire comme ça. F et G ensemble me donnent C. Il y a deux manières de faire. Soit je fais comme ça, je mets un trait pour avoir le C, ou bien je fais un trait entre les deux comme ça, et je fais... Les deux sont équivalentes. Les deux manières de construire le graphe sont équivalentes. Clés d'une relation. Les clés peuvent être cherchées à partir du graphe minimum des dépendances fonctionnelles. Donc, je ne peux pas aller trouver les clés d'une relation comme ça, à partir du graphe qui n'est pas minimum. Il faut d'abord le rendre minimum en supprimant les df déduites et les df augmentées. Les clés correspondent à quoi? À l'ensemble minimum d'attributs qui nous permettent, en suivant les df, d'atteindre tous les autres attributs. Exemple ici, nous avons un graphe minimum. Quel est l'attribut, l'ensemble minimum d'attributs qui me donne tous les attributs? On voit bien que si j'ai E, j'ai A, j'ai B et j'ai C. Et si j'ai C, j'ai D. Donc, E, c'est une clé. D'accord? Et je la souligne dans le graphe. Un autre exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure. Quelle est la clé de ce graphe minimum? Pourquoi il est minimum? Parce qu'il n'y a pas de df déduite et parce qu'il n'y a pas de df augmenté. Donc, si je prends seulement F, F me donne que A et B. Si je prends seulement G, G me donne E seulement. Comment obtenir C et D? Je dois avoir F et G. Donc, c'est F et G ensemble qui peuvent me donner C et D. Et c'est F. Et dans F et G, F plus G, il y a F et G. Donc, F me donne A et B. Et G va me donner E. Donc, ma clé, c'est F plus G. C'est la concaténation des deux attributs F et G que je vais souligner dans le graphe. Clé candidate et clé primaire.
Si une relation comporte plusieurs clés, chacune est dite clé candidate. On choisit une clé en particulier pour être la clé primaire. Toutes les clés candidates sont des clés, pas seulement la clé primaire, mais on doit choisir une parmi les clés candidates pour lui attribuer, pour la choisir comme clé primaire. Les clés candidates se déterminent mutuellement. On le voit ici. C'est-à-dire c'est la clé 1 me donne la clé 2 et la clé 2 me donne la clé 1. On notera clé 1 se détermine mutuellement par une double flèche dans les deux sens, clé 1 et clé 2. Si une relation R n'admet aucune clé, on n'arrive pas à trouver une clé, un ensemble minimum des attributs A1 jusqu'à AN de R, aucune clé, alors la clé K, qui est la concaténation de tous les attributs de la relation R, donc sera choisie comme clé primaire de la relation. Voilà, fin de la première partie. Je vous retrouverai dans une deuxième partie pour parler des formes normales. Merci.